Bien, monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin, alors que son premier cas a été enregistré en Égypte le 14 février. Le continent africain en compte aujourd'hui moins de 80 000, soit 2% du total mondial pour moins de 3 000 morts. Pourquoi la pandémie n'a-t-elle pas flambé l'Afrique? Pourquoi l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et autres organismes internationaux ont-ils été mis en déroute dans leurs prédictions pour le moins apocalyptiques? Les chercheurs occidentaux se perdent en conjecture pendant que sur le continent, l'on s'interroge sur la capacité réelle de la recherche scientifique africaine à apporter une réponse africaine à la pandémie du coronavirus. La problématique de la recherche scientifique en Afrique en lien avec la COVID-19, c'est le sujet au cœur de votre émission dominicale de ce dimanche. Et pour en parler, nous recevons pour vous une grande figure de la recherche scientifique au Bénin. Il s'agit du professeur Brice Sincin, ancien recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Professeur Sincin, bonjour. Bonjour, Et merci d'avoir accepté notre invitation. avec plaisir, monsieur le Cette journaliste. émission est retransmise sur Fraternité FM à Parakou, Kandi FM dans la ville éponyme, Solidarité FM à Djougou, bien évidemment sur le www.canal3television.com, Canal 3 Monde. Également, Tanguy Agoy qui m'accompagne. Bonjour Tanguy. André Dossa, bonjour. Professeur Sessé, bonjour. Bonjour. Bonne arrivée à 43 Bénin. Merci cher pour la journaliste. disponibilité Avec aussi. plaisir, avec plaisir. C'est vrai que vous n'êtes pas spécialiste de la santé, vous êtes botaniste. Mais on va vous poser des questions liées à la santé tout de même. Pour votre regard, tout à fait, pour votre regard de chercheur sur ce qui se vit actuellement à travers le monde entier. Alors, le coronavirus, quand ça a commencé, les gens ont commencé par s'interroger et s'inquiéter aussi pour l'avenir du continent africain. Et curieusement, ce n'est pas l'hécatombe annoncé. En tant que chercheur, comment est-ce que vous voyez, je dois dire, comment est-ce que vous lisez ce qui se passe actuellement? Merci. Je suis ingénieur agronome forestier. Je ne suis pas botaniste. Quand bien même, ça fait partie des disciplines clés pour l'agronomie. Vous avez entièrement raison. Il faut vous dire que quand on construit un modèle de prédiction, souvent on voit les fondements basiques. Le paramétrage de votre modèle va tenir compte de votre capacité à réagir face à une telle pandémie. Tout le support infrastructurel qui entoure réellement l'environnement est mis dans le modèle. Les hôpitaux, le nombre de médecins par milliers de personnes, et ainsi de suite, les plateaux techniques. Et lorsque vous mettez cela à un standard, niveau de standard donné, vous vous inquiétez tout de suite pour ceux qui n'ont pas atteint ces standards-là, notamment nos pauvres pays africains. Et du coup, vous vous dites, si on a A, B, C, D alignés de telle manière dans un tel environnement relativement aseptisé, nous, on peut atteindre 3, 4, 5%, vous voyez, tu vois, de taux d'infection et voire de mortalité. Alors, en ramenant cela aux conditions africaines, on se dit, oh là là, on appuie sur n'importe quel bouton, c'est tout noir. Du coup, le modèle, quand bien ce n'est pas désigné comme linéaire, va tenir compte de tous ces paramètres et rapidement vous projetez tout ce qui avait été prévu comme hécatombe, comme cataclysme, comme vous voyez tout ce qui est là. L'hécatombe n'a pas eu lieu, l'apocalypse, on continue de l'attendre, mais comprenez-vous cette évolution énigmatique de la maladie sur le continent africain? Disons... en fait, je suis aussi un spectateur comme vous, n'étant pas réellement un infectiologue et ainsi de suite. Mais fondamentalement, quand on voit les statistiques, d'abord les statistiques, ça révèle déjà beaucoup de choses. Quand on voit les statistiques, on se rend compte que c'est un virus quelque peu raciste. C'est un virus qui s'attaque j'allais dire, à une certaine partie de l'ADN de ceux qui ont trop vécu sous climat tempéré ou subtropical. Et même la race noire, certains des Noirs qui ont vécu trop longtemps, ils n'ont plus tellement
tout le bagage de défense de nous autres qui sommes agressés tout le temps par les parasites, les bactéries, par-ci, par-là. On a l'impression qu'il y a eu aussi une certaine évolution de nos ADN en fonction de notre environnement, une question d'adaptation probablement, mais ce ne sont que des idées que j'avance, et tout ce bagage a fait que, curieusement, nous avons été protégés grâce à cela. Rien que les statistiques, en les analysant, je pense qu'il faut aller chercher au-delà du fait que, on dit que les Africains ne voyagent pas autant que les Européens, mais quand même, il y a 1 million de Chinois, selon les statistiques, qui vivent en Afrique et qui sont tout le temps en business avec l'épicentre. Il y a aussi des Africains qui quittent maintenant Dubaï pour aller carrément chercher leurs marchandises. Voilà, donc je pense que quelque part, non, il y a l'ADN qui a certainement joué. Et le premier à être soigné, c'est quand même cet étudiant camerounais en Chine, au cœur de Wuhan. Donc je pense que l'ADN en a été pour quelque chose. Mais alors, professeur Saint-Saint, si on peut estimer qu'un certain nombre de contingences peuvent justifier le faible taux de propagation en Afrique, comment comprendre alors ce suivisme dans l'adoption de solutions sur une des pays africains, bien évidemment? Reculons d'abord, si on fait un recul. Je l'avais dit, même sur votre plateau ici, que l'Afrique, ou la race noire, nous avons quand même l'Afrique blanche et le tempéré au sud, les Noirs au sud du Sahara sont les seuls à confier leur santé à l'Occident, et de plus en plus à l'homme d'Asie. À savoir que nous aussi, nous connaissons la science, l'innovation technologique dans tous les domaines, y compris le domaine de la santé. L'histoire vous dit qu'un de nos rois, Akaba, est décédé de variole. Ça veut dire que nous parlons déjà, vous voyez, du XVIIIe siècle, des années 1700. La variole, quand on voit comment cette épidémie peut ravager énormément de gens tout autour et comment nos parents ont réussi à maîtriser cette épidémie, il y a eu alors des connaissances, des fouilles au niveau, vous voyez, nous aussi, de notre mental. Est-ce qu'elles ne sont pas ces connaissances restées? Et c'est ça ce qu'il faut valoriser comme base. Les Européens, les Occidentaux d'une manière générale, ont évolué en accumulant leurs expériences, en les capitalisant, et au fil des nouvelles connaissances, des nouvelles technologies, ont pu passer d'une certaine étape à une autre, mais toujours avec maîtrise de l'évolution. Est-ce que ce n'est pas ça qui manque justement aux Africains, l'amélioration de ces connaissances primaires, parce que la variole du temps de Akaba ne peut pas être traitée exactement comme on pourrait la traiter aujourd'hui. Oui, mais si vous évoluez par rapport à vos connaissances, c'est que vous aussi, vous allez faire un peu comme les Européens. Les Chinois, je pense que je suis trop parti en Occident. Prenez les Chinois qui ont maintenu mordicus la médecine traditionnelle et l'ont modernisée. Et j'ai visité, croyez-moi, à Chongqing, un laboratoire, un hôpital d'abord de médecine traditionnelle, c'est toujours collé d'ailleurs à la médecine moderne, et j'ai demandé à visiter leur laboratoire. Mais je sortais tout comme si je sortais de chez nos guérisseurs traditionnels. Toute ma veste sentait la tisane, parce que j'ai vu là où on pile, là où on fait bouillir, là où on prépare. Un laboratoire. Et ça fonctionne jusqu'à l'heure actuelle. Quand il y avait eu Artemisia pour soigner la malaria par les Chinois, les Européens ont critiqué cela, voilà, une plante, ceci, et on critique. Mais aujourd'hui, combien de molécules ne sont pas maintenant utilisées, tirées de cette même Artemisia pour fabriquer pas mal d'antipaludéens. Donc, c'est cela, c'est-à-dire, nous avons abandonné pur et simplement l'énorme potentiel des connaissances de nos aïeux pour nous dire, écoutez, les Européens peuvent tout faire pour nous. À quoi bon penser? Il est apparu un virus qui a ébranlé toute l'humanité. Et chaque région, chaque continent, chaque pays
à essayer de réfléchir pour trouver des solutions. Depuis l'Occident, on nous a demandé de se laver les mains, alors qu'en Afrique, nous nous lavons correctement plusieurs fois par jour. Nous mangeons d'ailleurs avec la main. On nous demande de porter un cache-nez, alors qu'ici, les rapports sont plutôt fraternels, le contact, il est facile, permanent. Pourquoi et comment avons-nous abandonné, renié notre identité, nos valeurs en la matière? Parce que vous avez donné l'exemple tout à l'heure de la rougeole qui a emporté un de nos souverains. Il faut être conscient du fait que nous pouvons piquer chez les voisins. Regardez le nombre d'aliments que nous consommons en Afrique, mais qui ne sont pas africains. Commençons par le maïs. Le maïs est américain, Sud-Amérique et Amérique centrale. Le manioc, pareil. La banane, ce n'est pas africain. Et la patate douce, ce n'est pas africain. L'arachide, ce n'est pas africain. Même le piment. Déjà. Ça, c'est des choses. La tomate, rien n'est africain. Mais c'est depuis les échanges avant l'ère coloniale que nos parents avaient déjà su adopter cela. Et mieux, ont innové. Regardez le nombre de mets à base de maïs aujourd'hui. Vous vous imaginez le nombre de mets, et nous en perdons. On en perd parce que il y a beaucoup, la vieille dame n'a pas pu transmettre avant de quitter. Ça montre qu'il y a un très fort potentiel dans tous les secteurs. Malheureusement, on n'a pas pu associer les chercheurs à réfléchir fondamentalement sur leur nous-mêmes, sur leur origine. Combien d'historiens formons-nous pour questionner la santé? Et pourtant, c'est fondamental. Nous avons dit que la variole a été maîtrisée. Mais l'histoire devrait nous raconter comment réellement ils s'y sont pris. Faut-il inviter le chercheur, l'historien à faire la démarche, ou c'est lui-même qui entreprend la démarche par lui-même? C'est le système de formation. La vieille dame qui invente avec son intelligence et ses recettes, c'est elle-même qui les a travaillées. Oui. Et elle ne va pas aller chercher justement son arrière-petit-fils qui s'est inscrit à l'université pour lui enseigner cela. Oui, c'est-à-dire, revenez encore une fois aux pratiques de nos anciens. Je crois que dans presque tous les royaumes, il y a ce qu'on appelle le griot. Non pas que le roi n'est pas un acteur. Nos rois, nos empereurs, nos émirs, tout ce que vous voulez, c'était des acteurs. Mais ils se disent, demain je ne serai plus là. Qui va porter le message? Quand bien même nous sommes arrivés trop tard au contact de l'écriture, les griots sont là. Et on les formait, gare à toi d'ailleurs, si tu te trompais sur des pans importants de telle ou telle chose. C'est la même chose. Je crois que nous parlons de la même chose. Nous devions faire en sorte que nous puissions garder tout ce qu'il y a eu comme recette, comme acquis de ce que les autres ont eu à déverser, tout en gardant l'œil par-dessus la palissade. Professeur Sensei, au-delà même de ce que nous avions gardé peut-être une distance avec ce que nos grands-parents faisaient, il y a qu'actuellement ceux qui ont peut-être fait l'effort de garder le contact sont contestés justement dans leurs différentes propositions. On a vu un peu à travers l'Afrique des propositions de solutions, mais premièrement et prioritairement contestées par les Africains eux-mêmes d'abord. Comment ça peut se comprendre que les Africains se combattent? On a un célèbre compatriote, Léonard Wanchekon, il est professeur aux États-Unis, oui, mathématicien. Oui. Il faisait partie d'un groupe et la question de recherche qui se sont posées, où est-ce que l'on se fait le moins confiance à travers le monde? Mais vraiment une étude à travers le monde. C'est en Afrique qu'on se fait le moins confiance. Et puis, les pays esclavagistes. Alors nous, on est en plein doublement. Nous sommes doublement là-dedans. On ne se fait pas confiance. Il doit y avoir une explication. Et je crois qu'il y a un bouquin, Être heureux comme un Danois, où je crois que c'est une dame qui a écrit. Elle raconte un peu la société danoise, entièrement fondée sur la confiance et tout ce qu'il gagne de cela. Puisque si je te fais confiance, je prends mon temps, mon énergie pour m'occuper d'autres choses. Toi aussi, je te fais confiance, je prends mon temps pour... Et ça fait que, au finish, nous avons une addition d'expérience.
Mais du fait que je ne te fais pas confiance, je suis obligé de travailler à ta place. Je suis obligé de t'arracher ta partie, une bonne partie de ton être, de tout ce que tu peux avoir comme confiance en soi, ben, je te l'enlève. Et du coup, moi-même, je suis incapable de faire ce que tu fais, ou je le fais très mal, ou alors je vais chercher quelqu'un d'extérieur pour faire ce que tu peux faire et améliorer ce genre de choses. C'est le refus de soi-même. L'Africain refuse de reconnaître sa peau. Nous le chantons, hein, ben, il n'y a aucun problème. Je suis fier d'être d'être black. Pourtant, le nombre de personnes... C'est le vrai problème. Le manque de confiance augmente. Tous ces collègues, le docteur Agon, Mélégan, Fagla, tous ces trucs, qui se gênent même, nos tradis praticiens. Mais c'est de la recherche qu'ils en arrivent à vous dire, mais je peux vous soigner avec telle plante, avec telle formule, avec x, y chose. Mais on dit non, vous n'êtes pas blanc. Oui, ce n'est pas conditionné. Professeur, vous êtes chercheur, et quand on dit recherche, c'est forcément des normes dites internationales, qu'on conteste justement, qu'on refuse à ces chercheurs que vous aviez cités. Non, on ne leur refuse rien. Tout à fait, oui. Comme je vous ai dit, si j'ai confiance en lui, jusqu'à aujourd'hui, les gens ont confiance au phare. Le phare, cette consultation pour se dire de quoi demain sera fait. Mais on a confiance en cela. Certes, avec les religions par-ci par-là, il y en a qui s'écartent de choses-là. La confiance permet obligatoirement à celui à qui on fait confiance de s'améliorer. La confiance n'est pas de la victoire, c'est une charge, malheureusement. Quand quelqu'un dit, mais j'ai confiance en toi, comment vais-je faire pour ne jamais le décevoir? Et c'est ça le vrai problème de l'Afrique. Lorsque quelqu'un trouve quelque chose, même si c'est encore grossier, qui jamais s'est porté pour dire, mais du courage, il faut aller se battre tout le temps à l'étranger pour venir. Même s'affirmer chez soi avec ce bagage, ce n'est pas facile. Mais quand est-ce que nous-mêmes, nous allons reconnaître que ces gens-là, ils font quelque chose, il faut les encourager comme le président malgache a eu à le faire. Et puis, la science est une question de repère dans certains domaines. Vous voyez, moi je suis agronome. Lorsque mon dispositif expérimental n'est pas en accord avec les objectifs, les hypothèses de travail, eh bien, je vais dire non, ce que vous êtes en train de faire ne vous permet pas d'atteindre vos résultats. C'est par rapport à cela. Mais il y a aussi deux types de repères où, au lieu de passer par le dispositif expérimental, c'est l'enquête. Écoutez, toi tu as dit que tel produit t'a soigné. Quelle est la preuve que tu as? Mais Paul a utilisé ça. Jacques a utilisé ça. Jean-Pierre a utilisé cela. Qui suis-je pour ne pas réellement croire en tout cela qui a été vérifié? Moi aussi je prends. Voilà comment nos parents utilisaient le témoignage et l'observation clinique pour valider un produit. Lorsque j'extrais des molécules cette fois-ci, et je sais tout de suite la dynamique de ces molécules dans l'organisme, il faut aussi que je trouve un autre repère pour aller tester. Ce n'est pas toujours des molécules dont il est question, c'est des plantes grossièrement constituées. D'ailleurs, il y a un très bon un chercheur sud-africain qui a gagné près de 40 millions d'un projet de Bill Gates, même si on les critique aujourd'hui. Et son hypothèse est simple. Il dit qu'il a fait le screening de pas mal de plantes et il n'arrive jamais à trouver le principe actif. Ou alors, il extrait telle ou telle molécule, mais en réalité, quand il les condense pour passer à la galénique et traiter, il n'a plus le résultat. Mais quand il prend la plante et il fabrique la tisane, les gens sont chauds là. Ça aussi, c'est une autre méthode. Oui. Donc, vous voyez, essayons de discerner l'une et l'autre chose, mais ne perdons jamais notre base. Est-ce que le problème ne se situe pas au niveau justement des chercheurs qui sont allés un peu beaucoup à l'école, qui se mettent sur un palier, un cran au-dessus justement des chercheurs restés au contact de la réalité chez nous? Vous aviez été recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Les universités sont souvent restées portes fermées, portes closes, solidement, sinon à triple tour. À ces chercheurs-là qu'on trouve un peu charlatans, un peu...
me nommant, me qualifiant tout à l'heure, vous avez dit botaniste. Non, mes collègues qui font de la recherche de botanique, d'ethnobotanique, c'est-à-dire cette fois-ci, c'est vrai, le botaniste c'est un scientifique pur et dur, mais quand il rentre dans l'ethnobotanique, il est obligé d'associer les connaissances, les usages, les rapports, vous voyez, sociétaux par rapport aux plantes. Ils sont obligés d'aller à l'écoute de l'une ou l'autre personne. Il y a un certain nombre, vous voyez, de maladies pour lesquelles j'ai repéré un certain nombre de tradipraticiens. Et je vous jure, pour ces maladies, ce n'est plus l'ulcère, les hémorroïdes, et un certain nombre. N'allez plus du tout à la médecine moderne. N'allez plus, vous perdez votre temps. Ils ont maîtrisé cela au fil des générations. Et ça fonctionne presque à 100%. Presque à 100%. Entre eux et un grand centre de recherche comme malheureusement, le système que nous avons, dans lequel on nous a projeté, nous n'avons même pas choisi, ce système de développement ne permet pas de les valoriser. On n'a pas encore réfléchi fondamentalement sur comment les valoriser. Et l'exemple est là. Il ne faut pas aller en Occident, aller en Chine. Justement, même avant d'aller en Chine, professeur Sincère, ici on voit combien les pouvoirs publics luttent farouchement contre les tradithérapeutes, contre la pharmacopée. Aujourd'hui, il n'est pas aisé de faire la promotion de la médecine locale. En même temps, on vous interpelle. Nous, les médias, par exemple, n'avons pas le droit de passer de la publicité, en tout cas la promotion des médicaments locaux. C'est la mort de l'Afrique proclamée par... Comment vous réagissez, vous les sachants, vous les chercheurs? Oui, comment vous réagissez face à ces... Parce que vous êtes une voix autorisée à la matière. Comment vous réagissez par rapport à ça? Disons que le gouvernement ne tourne pas le dos tradipraticiens, étant donné que j'ai un de mes collègues d'ailleurs, sociologue, qui faisait partie de l'équipe au niveau du ministère de la Santé. Vous voyez, donc, et il rendait compte. Et je pense que non, on ne peut pas dire qu'on a tourné mais il n'y a pas eu un réveil très tôt. Ça a été assez tardif. Et aussi, on a été tout de suite, tu vois, on a opposé les deux formes de médecine. Je me rappelle encore, je venais d'arriver sur le campus, le ministre Guézaudier, à l'époque, était venu, paix à son âme, animer une conférence sur la médecine traditionnelle. Mais c'était le tollé général de la part des collègues médecins. Et lui-même, il était confus sur le podium. Il se demandait, mais avec quoi je me soigne? C'est ce qu'il a dit. Mais vous dites tout ça, mais je continue, c'est la tisane que je bois toujours et c'est ça qui fait que je suis un brave militaire, gendarme ou je ne sais quoi. Il était... Non, nous vivons un complexe, un véritable complexe, à savoir notre incapacité à nous départir un peu de notre manteau d'acculturé totalement. Et la souche dont nous provenons, mais reculer de 2-3 générations, mais ces gens se soignaient avec quoi? C'est les plantes. Moi, je me rappelle encore, jeune, avant d'aller à l'école, la tisane, c'est obligatoire. Disparu, enfin, plus ou moins. Obligatoire. Parce que le système n'encourage pas du tout de rester collé à cela. On n'a donné aucune valeur ajoutée à cela. Et je crains. Heureusement qu'il y a eu cette pandémie, où personne n'a la solution miracle. Heureusement, c'est vrai, je le dis, l'homme a maintenant un prédateur invisible, et il a peur, comme je disais, les antilopes, face aux lions qui se réveillent. Et du fait qu'il y a un vide un peu partout, chacun alors peut prendre son temps et réfléchir et chercher la solution. Il ne faut pas commencer à prier en disant on attend le vaccin de l'Occident, de l'Asie. Ben, il faut se dire, mais et nous-mêmes. Quand vous dites le système, vous accusez le système, mais vous êtes aussi interpellé, pas vous intitulé. Je parle de l'enseignant que vous êtes. Je me souviens d'une colère noire de médecins du CNHU, professeurs même parfois dans leur rang, face à l'annonce de médicaments contre la prostate ici, où des Béninois ont avancé à avoir trouvé un remède contre la prostate, un remède traditionnel bien évidemment.
Mais ces médecins sont formés, justement, par vous, c'est-à-dire à l'université, dans les écoles, où on a dû leur inculquer, écoutez, il faut vous détonner de ces choses-là, de ces valeurs, de ces ressources africaines. Quelque part, vous ne vous sentez pas interpellé. Non, c'est le système, comme je vous l'ai dit. Si le système n'est pas réfléchi, et l'Africain était paraché dans beaucoup de domaines. Il n'y a pas que les médecins, mais en médecine, du moins, les juristes, on a blagué un peu. Nous avons été paresseux à un moment donné. La pharmacie, par exemple, c'est là où nous sommes le plus intéressés, nous autres spectateurs. Voilà des gens qui ont été formés à bien connaître les maladies et aussi leurs remèdes pour pouvoir conseiller. Mais combien de pharmacies se disent, finissons avec l'import-export et retournons carrément à la base pour questionner nos plantes, pour revoir la méthodologie la plus élaborée possible pour être sûr qu'une recette peut être recommandable et vendue et même mise dans le mais c'est ça, sont fabriqués à la fois. Si vous ne formez pas vos pharmaciens à cette école, à cette philosophie, vous allez simplement leur enseigner les molécules déjà étudiées, connues, il n'y a aucun problème, validées avec le conditionnement qui suit. Et quand ils vont ouvrir leur officine, c'est quoi? Import-export. Ils vont même refuser Apivirine que notre collègue a fabriqué, à mettre dans les rayons. Ils vont refuser tout ce que le docteur Fagla a pu inventer pour que ceci pousse. Et nous ne connaissons que la dénonciation. Voilà, tout le temps, c'est comment détruire ce que nous avons fait parce que on nous a enseigné le langage de la destruction, alors qu'ils utilisent, les autres utilisent le même langage pour la construction. L'une des raisons pour lesquelles, justement, je dois dire, ces médecins, et au-delà des médecins, tous ces savants, se méfient, justement, de ce qui se fait localement, ce sont ce qu'on appelle les normes. Ailleurs, c'est un peu plus élaboré, c'est un peu plus structuré, c'est chapeauté, c'est bien construit. Non, c'est pas les normes, c'est les lobbies. Ah oui? Même en Occident, ils ont le problème à l'interne. Absolument. Les coups de gueule du professeur Raoult, vous croyez que c'est simplement parce qu'il y a la pandémie? Non, lisez ses anciens livres. Il dénonçait déjà ses collègues avec qui il avait un consensus, mais quand ils vont à ces grands séminaires, les groupes pharmaceutiques passent de gauche à droite et le même rapport de séance qu'ils ont eu à élaborer, le lendemain, les mêmes viennent avec des arguments qui ne tiennent rien, juste pour détruire et faire passer tel ou tel message. Il y a d'énormes pressions. Le professeur Montaigne, il vous l'a dit. Pour éviter qu'il y ait trop de pression, la publication qu'ils ont eu à faire, c'est mis dans une revue, j'allais dire, de Second Hand en Inde. Malgré ça, on est venu faire pression sur eux pour dire enlevez ceci, enlevez cela. D'ailleurs, on a observé que les pays africains qui ont adopté la chloroquine ont eu du mal à l'annoncer officiellement. Qui t'a levé le pied dans les officines pour permettre... Tu n'as pas toi-même confiance en ce que tu as. Et comment est-ce que tu... Il ne peut même pas. C'est-à-dire, on gesticule. Qu'est-ce que je vais perdre en disant ceci? Qu'est-ce que on va me faire critiquer dessus? Mais ce que le président Malgache a eu à faire, c'est énorme. C'est énorme. Mais combien de médias que je voyais africains se sont réunis pour rendre honneur à ce monsieur. Ne fût-ce même qu'en discuter. Ce courage indien qu'il a eu à brandir quelque chose que localement ils ont eu à faire. Et il a eu toutes les attaques du monde. Hein? Les presses étrangères se sont jetées là-dessus et le bombardement de 10 000. Mais il dit je reste fier et confiant par rapport à ce que j'ai. Parlant de l'exemple malgache, je voudrais qu'on interroge aussi, professeur, la démarche de certains scientifiques africains, en tout cas chercheurs africains, dans la proposition de solutions endogènes au problème. On observe que souvent le chercheur, celui qui découvre, il n'est pas à la fois commerçant, il n'est pas à la fois à la commercialisation de ce qu'il a découvert. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui aujourd'hui amène certains à douter de la sincérité de la démarche de ces entreprises? On observe qu'un produit existe qui est vendu à un prix X et après une petite polémique, le prix va à X plus Y. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi un peu... Non, le problème n'est pas du tout là. Vous savez, les économies sont bien placées pour vous dire que la demande conditionne le prix. Quand il n'y avait pas de demande,
Mais je crois que c'était 2000 ou 2500, d'après ce que j'ai appris. Mais maintenant, il y a une très forte demande. C'est allé à 12 mais c'est partout, c'est partout, c'est partout, c'est partout. Bon, je pense que ça, il n'y a pas. Mais je pense que le vrai problème, c'est le fait que l'Africain a besoin de commencer à avoir confiance en son congénère, son compatriote, son frère, son ami, et ainsi de suite. C'est indispensable pour l'évolution de la société. Une seule tête ne peut pas tout contenir. C'est faux et c'est faux. Il y en a toujours plus dans deux têtes que dans une seule. Et pour valoriser la synergie, la complémentarité au niveau de ces deux connaissances, ça ne passe pas à la confiance. Il faut le dire, en tout cas, à partir des solutions préconisées par l'Europe, il y a que les chercheurs chez nous ont essayé quand même de proposer quelques solutions. Je veux parler des gestes barrières, nous aider par exemple à nous laver les mains régulièrement. Est-ce que ces innovations vraiment pourraient répondre à la pérennité qu'on attend justement des solutions dans ce genre de... Quand il y avait de mauvais sorts, mauvais esprits, mauvais ceci, tout ça là, on l'avait aussi. L'hysope africain, Nubuldia Lewis. L'hysope africain, les vieux, nos parents, ils vont mettre ça, triturer dans l'eau, mettre devant les cases, les maisons. Tu arrives là, tu te laves avec, et ils vont même, vous voyez, asperger par-ci par-là pour chasser. Nous aussi, nous avons déjà ce réflexe. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Scientifiquement, maintenant, je peux utiliser mes connaissances pour questionner ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce qui fait que après cela, au moins psychologiquement, tout se dit, nous avons chassé le mal. Pour diverses choses. Il y a tellement et tellement de choses qui ont évolué simplement dans le modernisme. C'est aussi ça. Aujourd'hui, on me dit, écoutez, le virus peut se transmettre en se serrant la main, en s'embrassant, et ainsi de suite. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de propagation. Je crois que c'est élémentaire. Ça, bon, je ne pense pas que ce soit forcément... C'est la compréhension du mode de transmission qui a fait qu'on a recommandé cela. Et même si les Africains l'avaient découvert, ils allaient aussi recommander cela. C'est parce que c'est les Chinois ou les Européens qui l'ont fait. Je crois que c'est à partir de la connaissance de cette dynamique fondamentale de transmission, de diffusion, c'est ça qui a fait qu'on l'a recommandé. Parlons de l'état de la recherche scientifique au PNS, si André Dossal permet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés, en tout cas, que rencontrent les chercheurs, les innovateurs aussi, pour faire avancer la recherche à leur niveau. Le premier élément qu'ils avancent souvent, c'est le manque de moyens. Pourquoi est-ce que ça doit être la première chanson qu'on évoque souvent? Comme je le dis aussi, la formation est à questionner, l'éducation d'une manière générale est à questionner. Quelqu'un qui soit avec un doctorat et qui dit sans moyen, je ne peux pas avancer d'un pas, il vaut mieux l'enterrer en même temps. Pourquoi? Vous êtes radical. Il vaut mieux l'enterrer en même temps. Pourquoi? Parce qu'il risque de devenir un danger pour la société. Le doctorat, c'est le premier diplôme qui t'ouvre les horizons pour aller chercher de l'argent. Il y a toujours de l'argent qui circule. Qui vous a dit qu'il n'y a pas d'argent? Qui? Lui, là, il sera un parasite de son institution. Vous le dites, il y a toujours de l'argent. Compte tenu de votre expérience. Même pas mon expérience. Oui, mon expérience est là. Mais vous, on a eu droit à un témoignage la dernière fois de notre ami Kalez Zouadé, vous concernant, vous lui avez permis justement d'ouvrir les yeux et d'avoir des opportunités. Mais est-ce qu'ils sont nombreux? Enfin, ils ne sont pas nombreux, ces professeurs qui, comme vous, donnent des opportunités. On devrait. Il y a beaucoup trop de mauvais aussi enseignants. Voilà. Il y a beaucoup de mauvais éducateurs. Il faut le savoir, il faut le dire. Lorsque nous arrivons à ce niveau de qualification, notre rôle, l'enseignement, c'est un peu comme l'armée. Vous devrez former, c'est l'instruction. Vous devrez former. Et pour former, nous sommes à un niveau tel que il nous faut l'espace de quiétude, l'espace de liberté de réflexion intellectuelle, l'espace de confiance mutuelle, de valorisation de l'autre pour qu'il s'extériorise. Combien de jeunes autour de moi n'ont pas cette facilité à l'international pour gagner des millions et faire leur propre recherche? Mais c'est tellement nombreux que des gens sont allés, de très grands patrons d'institutions sont descendus pour dire, mais c'est quoi ce Bénin-là où vous gagnez le prix Vavilov? Mais c'est un prix international. À l'époque, c'était 5000 compétiteurs à travers le monde, des États-Unis en Australie.
sachez qu'il y a eu 3 Béninois qui l'ont gagné. 3 Béninois de mon laboratoire. Et le directeur recherche FAO a dû faire escale, mais escale simplement pour me connaître, pas pour faire quoi que ce soit. Il est descendu au Sheraton, a tout fait pour me téléphoner. J'ai été dit, mais qu'est-ce que vous faites pour que vous ayez 3 prix Vavilov, vous, au monde? Même le second qui devait prendre, parce qu'après Gawé, l'autre qui devait prendre, je ne sais plus qui, à Sogbadio, mais on a dû jouer à la politique pour remettre ça. Je crois ça doit être soit une Ukrainienne ou une Australienne. Et il me l'a dit. Parce qu'on ne comprend pas comment un pays qu'on ne connaît même pas sur l'échiquier a pu le faire. Ça veut dire que nous, on a joué notre rôle de transmetteur de savoir, de partage d'expérience. Quand il y a ce genre de choses, ben, on s'assoit et il rédige, il me l'envoie, je corrige, il recorrige. Et j'ai déjà eu certaines assises scientifiques. Quand on parle de science, je peux vous dire aujourd'hui, vous sortez aussi n'importe quel document, si je vous dis, ranger ça, c'est ranger. Au moins, j'ai cette assise aujourd'hui. Donc c'est ça. Et c'est ça qu'on a mis pour faire maintenant. Oui, ils devraient, sinon ils sont mal formés. C'est ça le vrai problème. Un professeur qui ne fait pas l'effort de donner encore de l'envie à d'autres est un mauvais professeur. Il n'en est pas un. On a tout le temps répété 10 000 fois. C'est notre job de le faire. Quand je dis je suis professeur, c'est qu'il y a un entourage autour de moi. Ce n'est plus à moi d'aller chercher à mesurer la longueur de la feuille ou à... Non, mais non. Moi, je devrais être là pour coordonner un certain... Mais c'est ça un peu ce qui se fait. Le système dans lequel nous sommes projetés, nous ne faisons pas l'effort de voir comment se fait-il que les autres évoluent et nous, moyens. Allez aux États-Unis, vous croyez que les professeurs s'asseyent et ça tombe? Mais tu dois courir pour gagner le projet. Aller en Allemagne, aller en France, aller même en Chine. Là où on gagne le projet. Et quand j'ai été recteur, qu'est-ce que j'ai fait? C'est la même chose. C'est des fonds compétitifs. Et c'est pas parce que tu es professeur que ça. Non! Tu dois gagner. Et c'est un jury international qui vient évaluer le projet. Et on les a mis au même nom. Et on a vu les retombées que ça a eu. Mais c'est ça ce qu'il faut déjà comprendre. Bien entendu, le gouvernement aussi doit se dire, pour que nous puissions mettre quelque chose de nouveau sur le marché, il faut inventer. Et pour inventer, il faut soutenir la recherche. On a remarqué, professeur Sincère, on a remarqué une multiplication des laboratoires un peu partout sur les différentes universités que nous avons et qui travaillent chacun dans son couloir. Est-ce que ça ne handicape pas un peu aussi, justement? Non. Le laboratoire, c'est un lieu de laboratoire de recherche, bien entendu. Oui. Il y a des laboratoires de formation classiques, mais les laboratoires de recherche, c'est des unités où ceux qui choisissent des axes, la recherche aujourd'hui, c'est tellement... Ceux qui choisissent des axes de réflexion se retrouvent pour s'exprimer. La multitude ne crée aucun problème. Ça créerait des problèmes si on me dit, il y a un budget qui arrive, on est obligé d'émiter le... Il n'y a même pas de budget. Ce sont les collègues qui se battent pour aller chercher la chose. Et ils disent, je veux un petit noyau de réflexion dans tel domaine pour être sûr d'aller trouver les moyens. Et vous leur dites, non, vous êtes déjà éparpillé. Mais vous n'apportez rien. Vous avez vu réellement de réformes de la recherche en Afrique qui tiennent? Je n'en connais pas réellement. Quand on dit qu'on va à une réforme de recherche, on se dit d'abord, qu'est-ce qui est le moteur de la recherche? Ce sont les formations doctorales. Combien de docteurs avons-nous? Et dans quelles conditions ils font leur thèse? Ils sont incapables de poser les vraies questions du scientifique de ce niveau parce qu'ils seront confrontés au matériel. Ils seront confrontés aux intrants. Ils seront confrontés à la taille de l'échantillon que le professeur va exiger. Voilà la taille de l'échantillon. Ils n'ont pas les moyens pour circuler, pour faire ceci. Nos docteurs sont formés au rabais? Par rapport à nos moyens, et je ne dis pas forcément au rabais, parce qu'après, il y a beaucoup de personnel, de culture personnelle qu'il faut mettre là-dedans pour le faire, mais selon les moyens dont ils disposent. Et c'est des engagements. La formation, c'est qui sera le ministre de demain? C'est qui sera le président de demain? Qui sera le PDG de demain? Mais c'est ici qu'il faut que nous les outillons. Ce n'est pas une messe à faire pour dire, bon, non, ils sont dans leur tour d'ivoire. Il faut casser cela, briser cela, mais en venant tout de suite. Regardez le président Macron, qu'est-ce qu'il dit pendant cette pandémie? Les scientifiques ont dit, et c'est ça ce que j'apprends. Le Premier ministre, c'est pareil. Nous allons nous baser sur ce que nos scientifiques ont lui a dit, pour vous conseiller ceci.
C'est une charge sociale. Moi, c'est une charge sociale que je porte. Mais c'est ça. L'État n'a pas raison, professeur Sincère. Le Bénin a-t-il les moyens pour qu'un seul président vienne dire chaque fois, écoutez, le comité scientifique a décidé que il faut en disposer. Et le comité scientifique suppose, d'ailleurs, à la lumière de votre analyse, qu'il faut avoir des chercheurs accompagnés, financés, qui disposent de moyens. Mais le problème, je reviens toujours, c'est une question de confiance. Ce n'est pas forcément les moyens. Comme je vous l'ai dit, qui me donne de l'argent? Même le laboratoire que je gère, c'est au moins 100 millions par an. Je vous dis, les jeunes, ils gagnent les projets comme des biscuits. Tout le temps, je suis en train de signer des choses là. Mais dites-vous encore qu'il y a des professeurs qui bloquent ces jeunes-là pour le faire. Même avoir une petite signature pour dire, mais je te motive, continue. Oh non. Qui es-tu? Et on bloque. C'est avant tout la confiance en la personne. Un minimum de reconnaissance. Écoutez, qu'est-ce qui a fait que j'ai dit, mais ok, cessons d'écrire au gouvernement parce qu'on n'aura jamais les moyens. Revoyons nous-mêmes notre propre cagnotte. On supprime certaines dépenses et on crée réellement le budget de recherche. Au pic de la recherche, on était à près de 500 millions qu'on sortait par an pour pouvoir répondre à choses là de nos choses là. Et regardez actuellement. Le même système se poursuit. Les doctorants à qui on a promis réellement une bourse pour s'équiper depuis 2 ans, marché public, marché ceci, marché ci ou ça, ils sont incapables d'accéder à l'argent qui est là. Mais je dis l'argent qui est là, parce que le recteur a bel et bien dégagé les ressources pour ça. Il y a cédé, non, maintenant la loi a changé, les ceci, les règles ont changé. Et depuis 2 ans, ils sont incapables d'acheter les intrants, d'acheter les consommables, d'acheter le matériel. Et ce n'est que des projets de 3 ans. Ça veut dire que si vous n'avez pas tout au début pour pouvoir réaliser les activités, vous perdez Alors, professeur Sincère, on comprend un peu, vous êtes préoccupé par la situation. Non, c'est préoccupant. Alors pourquoi aujourd'hui vous le faites, chaque fois quand vous en avez l'occasion, vous n'hésitez pas. Mais pourquoi les autres aussi, professeurs de votre rang, ne portent pas cette préoccupation-là de façon à amener les décideurs à comprendre qu'il y a urgence à agir? Il y a ce que j'appelle, nous, universitaires, nous croyons, après Dieu, c'est nous. Bon, c'est vrai, il faut reconnaître que il n'y a plus d'autre niveau de diplomation. C'est ça qui amène certains professeurs à se considérer comme des je mets ça un peu comme élément empêcher l'éclosion d'autres. Et ça fait que si, par exemple, je dis, ben, tiens, je sors tel cours, je vais donner ceci, ou je note de telle manière, nous n'avons plus d'inspecteurs au-dessus de nos têtes. Et quand vous êtes dans des situations pareilles, pas d'esprit de patriotisme, pas de civisme, pas de ceci, pas de cela. Alors que vous commettez ce que j'appelais le délit de faiblesse. Je sais que le gouvernement est faible pour me contrôler. Je sais que mon ministre est faible pour me contrôler. Je sais que les institutions sont faibles pour me contrôler. J'abuse de leur faiblesse. Malheureusement, c'est ça qui fait, qui est la règle encore au niveau de beaucoup de mes collègues. Quand on te donne ton enseignement, tu sais qu'il n'y a pas d'autres inspecteurs. Nous ne sommes pas nombreux même pour jouer à tous ces rôles-là. Mais ça ne t'empêche de dire, maintenant qu'on a dit tout doit être professionnalisé, tout, même les facultés classiques. Vous avez appris les LMD. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a plus de cours sans travaux pratiques. Vous devriez maintenant cesser d'accumuler, de remplir la tête des apprenants avec des connaissances et passer aux compétences. Mais passer aux compétences veut dire, voilà comment on parle dans un micro. Montre-le lui. Sinon, je vais rester et dire, fais cela. Je peux me lever et faire. Montre-le lui. Il doit toucher du doigt. Mais pour ce faire, il faut aussi un homme raisonnable. Pour avoir un homme raisonnable, il faut des infrastructures adéquates. Recruter massivement les enseignants. L'université, on ne doit pas transiger là-dessus. Je ne peux bien encadrer que 30 personnes. Regardez, déjà notre pays, c'est le pays où on aime étudier. On nous a qualifiés de quartier latin de l'Afrique. Depuis 1947. Nous aimons étudier au Bénin. Et puis c'est aussi une richesse. Un État comme Boston vit de quoi?
C'est simplement parce que le système est attractif. Et beaucoup, croyez-moi, de nos compatriotes africains croient encore au système éducatif au Bénin. Combien de gens n'envoient pas leurs enfants par-ci, par-là pour dire, mais ici, vous aimez ça. Et le colon nous a aussi détectés comme étant des formateurs et formé les enseignants ici pour aller... Vous avez appris tout ça, tout, non? Oui, mais donc, voilà les bases sur lesquelles nous devrions pouvoir utiliser des acquis et fonctionner. Professeur, puisque vous aviez commencé à parler justement du cadre de formation, de la qualité de la formation chez nous, on va parler un peu des réformes qui sont engagées depuis quelques années maintenant. Peut-être qu'on va continuer à rester sur le champ de la recherche. C'est vrai que pour la formation, il y a quand même eu un certain nombre de choses qui ont été proposées, comme par exemple le mode de recrutement au niveau donc des facultés, qui limite un peu l'accès des étudiants justement à la connaissance et à l'apprentissage. Vous semblez, en tout cas quand on vous écoute, l'approuver, puisque vous dites que nous sommes un pays où on aime beaucoup étudier. Est-ce que c'est un tort que d'aimer les études et d'aller plus loin dans les études? Non, il faut dire le système... moi j'aime bien nos traditions. Vous savez, je cours dès que j'ai un peu de temps, je cours toujours en famille à Abomey, où j'adore rester un peu avec les uns les autres pour m'imprégner un peu de la tradition. On dit que lorsque quelqu'un renverse sa charge sur la tête, n'allez pas voir là où tout est tombé. Regardez déjà là où il a trébuché, qu'est-ce qui a fait qu'il a trébuché, et un certain nombre de choses. C'est tout le système qui est malade de ce qui se fait. Quelqu'un qui met son enfant aujourd'hui au primaire, à la maternelle, veut voir cet enfant à l'université. Parce qu'il n'a pas d'autre ouverture, on ne lui a pas expliqué d'autres opportunités sur le parcours de l'enfant. Et tout est fait comme tel. Le développement de l'agriculture en Europe, c'est quoi? C'est plus ou moins dans les années 1800, je crois, 80, quand les Européens se sont rendus compte que les Américains produisaient moins cher ce que eux-mêmes produisent. Les Russes, la Russie produisait moins cher les céréales qu'ils produisaient et sont venus envahir leur marché avec des produits moins chers, d'où le clash de leurs choses. Les gouvernements se sont réveillés et dit, mais non, plus jamais ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'agriculture doit être démocratisée. Mais c'est quoi démocratiser? Toutes les écoles dans les villages. Ils ont généralisé les écoles dans les villages. Et chaque école doit utiliser le langage de l'économie d'alors, à savoir l'agriculture. On les formait, tous les maîtres étaient formés à Chola et recevaient en plus de leur diplôme d'enseignant un certificat à l'agriculture. Et c'est ainsi qu'ils sont obligés aussi, les TP, les exercices d'observation, les leçons d'observation, tout est basé sur leur économie. Les lycées, par exemple, Sekou qui était un lycée quand même intermédiaire qui forme les conducteurs. Combien de communes ont de Sekou? Combien de communes du Bénin ont un lycée Sekou chez eux? Pourtant, l'économie, tout le monde dit 80% de la population, c'est l'agriculture, rien que ça. Finalement, si vous mettez votre enfant à Chola, plus il est diplômé, plus il y a... Heureusement, malheureusement, il y a encore maintenant des docteurs qui chôment. On les recrute. Donc, à tous les niveaux, on devrait voir combien de gens ont le bagage nécessaire pour aller à l'université. Est-ce le moyen ou alors a-t-il d'autres aptitudes, mais déjà à développer au niveau professionnel, au niveau secondaire, pour que réellement il soit à l'aise dans ce qu'il a fait avec son diplôme. Même après le bac, est-ce que tous doivent faire les études classiques? Les études où on a besoin de fondamentales pour réellement utiliser les écoles d'ingénieurs, les facultés. Est-ce que tout le monde a besoin de faire ça? Est-ce que nous pouvons avoir d'autres types de formations, 3 ans, 4 ans, et là, il est suffisamment outillé pour faire ceci. C'est tout un système à penser. Sinon, vous allez voir le trop-plein qui arrive, et oui, même en montant en tant que recteur, je disais, les facultés ne sont pas des dépotoirs. Moi, c'est ce que parce qu'en montant, on était libre d'aller à la FSS, à la FSA, comme à la FAST ou à la Flash. Mais tout le monde sortait avec de l'honneur, FASEC, ou je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Mais c'est un honneur de dire, mais j'ai ma maîtrise, j'ai mon diplôme d'ingénieur, j'ai mon diplôme de technicien. Mais on se complétait dans notre fierté de posséder quelque chose. Aujourd'hui, si vous allez à la Flash, à la FAS, c'est parce que vous avez échoué à la FSA, à l'IGEP, et jetez-les là-bas. Mais
Non, c'est pas que les collègues n'ont pas de compétences pour former des gens compétents. Une salle, on dit, mais vous êtes 2000 étudiants. Dites-moi, malgré la bonne volonté de ce professeur-là, qu'est-ce qu'il peut enseigner? C'est du faux et du faux. D'ailleurs, en mon temps, j'ai dit, je ne veux même plus les amphis 2000. J'ai dit à mon ministre, au modèle, c'est 400 places. Et vous allez voir. Que faire alors de cette énorme quantité, je vais m'exprimer ainsi, d'apprenants qu'on largue comme ça en cours de route, alors même qu'on ne les avait pas informés au préalable qu'il y a d'autres opportunités, qu'il y a d'autres possibilités pour se retrouver dans la vie. Il y a deux solutions. Je me rappelle quand j'avais posé le problème au ministre d'État Abiola, il dit, monsieur le recteur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai dit, moi j'ai la solution technique. Les facultés ont aussi des critères pour faire entrer les gens. À partir de ces critères, nous saurons tous ceux que nous allons rejeter. Je sais que c'est très gênant pour un homme de décision, un décideur politique. Mais ce n'est pas à l'université qu'il faut résoudre. C'est déjà trop tard quand les gens arrivent à l'université. Donc, on peut conduire alors de grandes garderies sans moyens et nous donner l'illusion que nous les formons. Mais je peux vous jurer, même dans les pays où il y a de grands groupes, vous avez des moniteurs par groupe, de sous-groupes de 30. Lorsque le professeur finit de donner son cours magistral, eh bien, vous avez autant de moniteurs pour reprendre les petits groupes de 30 et aller retravailler correctement les choses, les TD et ainsi de suite. Là, d'accord, ça passe. Mais où sont les moniteurs aujourd'hui? Qui va les payer? Est-ce qu'il faut poser le garrot? Vous dites que c'est un peu en retard quand on met justement le garrot au niveau de l'université. Oui. Mais alors, l'enfant il naît, on est très fort. Un président tout récemment nous a reproché d'être très reproductif ou productif. Mais si on en fait suffisamment, on n'a pas le choix que de les envoyer à l'école. Oui, si on les envoie à l'école, où est-ce qu'on met le garrot? Au primaire, à la fin du premier cycle au niveau secondaire? C'est le système, comme je vous l'ai dit, c'est le système. Bon, c'est devenu mode en Afrique de tout éclater. On a 3 ministères, non? Ou bien 4 ministères, je ne sais plus combien. C'est l'éducation nationale. L'éducation, on doit être capable de dire, mais on a mis tel enfant aujourd'hui à telle chose-là. Voilà les probabilités pour que cet enfant se retrouve à l'université par rapport aux capacités, à tout ce que nous avons mis à l'université. Nous devions trouver un système pour pouvoir les utiliser à être toujours de bons citoyens, même si c'est de petits diplômes, de petits que nous avons. Donc voilà à peu près, voilà comment moi je pense qu'il faut le faire. C'est le système, ce n'est pas l'université. L'université, il y a trop tard. C'est le système, c'est l'université. Ancien recteur, on a suivi cette semaine dans les médias votre successeur, professeur Dacruz, qui saluait ce bonheur, je vais dire ça comme ça, apporté par la Covid-19 à nos universités, à savoir l'instauration désormais du e-learning. Ça a été le souhait de beaucoup au sein de la communauté universitaire. Comment vous appréciez? Globalement, les Africains se leurrent. Ils se leurrent. Moi, je suis préoccupé par, comme je dis, le citoyen de demain. Déjà, avec toute la gestuelle d'un professeur devant ses étudiants, voyons aussi la mimique pour dire, tiens, toi tu n'as pas compris, ou bien mais pourquoi tu as ceci, et lever la main, et puis nous n'avons plus ça. Et même avec ça, on dit tout déjà que bon, ceux que vous formez là, ils ne sont pas adaptés à l'économie, ils ne sont pas adaptés à X et quelque chose. Aujourd'hui, on dit, ben, vous perdez ce contact, on vous met les supports quelque part. Bon, peut-être, si vous avez la chance de faire un peu comme moi j'ai eu à faire, j'étais obligé d'acheter les modems MTN, Move, et puis le troisième, là, c'est même quoi, et que je mettais dans les salles, démultiplier de vidéoprojecteurs, et de mon bureau, je donnais l'enseignement pour que tous soient chauds là. Pourquoi? Très peu d'étudiants ont d'ordinateur. C'est-à-dire au moins un écran où il peut être à l'aise en disant je lis suffisamment, sans effort. Ils se mettent à 3, à 5. Et c'est celui qui a le smartphone qui met son smartphone ainsi. Et ils se regroupent. Au niveau des facultés classiques, ils se regroupent pour aller suivre ce qui se fait. Parce qu'ils n'ont pas les sous pour aller payer ou charger les crédits.
et télécharger, ils n'ont pas l'ordinateur. Et il y a une très belle étude au Kenya qui a démontré que c'est du faux et du faux, ils ont abandonné. Qui est que moins de 30% d'étudiants ont d'ordinateur. Au Kenya, nettement plus assisté que nous. Et de ces 30, je pense que c'est 30 ou 37% qui ne peuvent pas télécharger les supports. Et c'est autour de 10-12% qui ont d'ordinateur. Mais quand vous voyez cela, et vous avez le souci de former des compétences, la question n'est pas finissez le programme, pourvu qu'on dise que bon, vous avez fait les... Mais non, c'est qui sera le PDG de demain. Et pourtant, professeur Sensei, il y a les cours à distance un peu partout dans le monde. Ne suivez pas les pays développés aveuglément. Quand vous dites, j'ai vu les statistiques en France, il n'y a que moins de 10% de Français qui n'aient pas d'ordinateur. Moins de 10%. Grande France, qui n'est pas d'ordinateur pour faire chose là. Et c'est dès le bas âge. J'étais en Corée du Sud. Mais déjà au primaire, quasiment toutes choses là. J'ai donné cours en Chine. Et quand je donnais cours, tous les Chinois sont sur... rares sont ceux que je voyais qui écrivaient. Mais ils ont... Avez-vous tous ces trucs-là? Si on leur dit, mais écoutez, restez chez vous et puis bon, vous aurez tout là. La connexion, le débit d'Internet. C'est facile. Oui, mais il faut quand même... nous allons les suivre partout. Oui, parce que bon, ils ont dit ça, non, il faut quand même sauver les meubles. Le temps, il est en train de passer. L'année académique tire à sa fin. Qui vous a mis la sarguette dans le dos? Qui nous a mis la sarguette dans le dos? Si on dit, mais écoutez, il y a un véritable problème de santé publique, je suis tout à fait d'accord. Stoppez tout. On reprend en août, s'il y a éclairci. Quelle est la saga qu'on a enfoncée dans, où on court, si vous ne finissez pas... Mais nous savons qu'on a formé au rabais. On en est conscient. Mais je vous dis, quand je suis devant eux, quand on finit d'abord le cours, allons, nous devons aller sur le terrain. Et on reste ensemble, on partage la vie de terrain, je leur montre comment on prend telle donnée, on fait ci ou ça, pour que demain aussi, ils soient capables de réfléchir et de générer des choses. On dit, on ne peut plus rien faire de tout ça. Vous ne pouvez pas plus les mettre dans les... Exceptionnel. Ok, vous avez des citoyens et exceptionnels. Moi, je n'ai aucun problème. Oui, mais c'est vrai que la dimension humaine, le contact humain, c'est ce qui peut-être va manquer. Mais les étudiants ont droit à ces cours. Déjà que même en temps normal, combien de professeurs ont vraiment ce contact-là avec leurs étudiants? On se contente de leur déverser des tonnes de pages. Non, là où il y a beaucoup d'étudiants, comme je l'ai dit, les papiers classiques, j'avoue que si moi-même j'étais là-bas, je ne sais pas comment je vais me démultiplier. Oui. Je ne sais pas faire grand-chose. Mais au moins, dans les instituts, les écoles et autres là, où le nombre de choses là, maintenant, on ne devrait plus dire, c'est la philosophie, donner que les choses là, c'est l'histoire. Non, ils doivent apprendre à toucher du doigt. Combien de professeurs d'histoire conduisent les classes vertes dans les musées? À partir déjà du primaire. Dans toutes nos localités, on a des symboles de l'histoire. Mais combien d'enseignants peuvent dire, écoutez, on a histoire aujourd'hui, allons voir le truc de Kaba ou de Bioguera ou de... Mais impossible. Parce que le système ne donne pas cette flexibilité. Pire au secondaire. Il peut finir toute l'année. Et puis, ne jamais savoir qu'il y a un musée à côté ou une place historique à côté ou un arbre sacré. Pour utiliser ça comme élément, tu vas de raisonnement du cours et ainsi de suite. Et c'est tout ça qui va faire que le citoyen de demain, ce n'est pas celui qui est outillé technologiquement, détrompez-vous. C'est celui qui est formé mentalement à la créativité. C'est la plupart des modélistes, des futuristes, c'est ce qu'ils prévoient. Ne passez pas trop votre temps à apprendre à visser des boulons, mais apprenez-leur réellement à raisonner. Les mathématiques, la philosophie, toutes les disciplines qui permettent de réfléchir. Le vrai citoyen de demain avec la mondialisation, c'est ça, c'est la tête. Donc c'est très important que nous nous occupions de ça. On est déjà au terme de cette émission, mais je voudrais quand même vous faire une question sur l'université d'Abomey-Calavi que vous avez dirigée. Aujourd'hui, avec un peu de recul, comment vous observez? Est-ce que ça évolue, cette université-là? Est-ce que... Si, non, je modernise. Disons, globalement, ce qui a fondamentalement changé, c'est
ce qu'on appelle l'autonomie de gestion financière, j'ai l'impression que ça s'en va. Et le recteur est très embêté pour dire, mais après avoir passé son budget devant le conseil, le CODI, le conseil de direction, il est incapable de dire, mais nous pouvons mettre en œuvre ce chose-là, parce que le programme, les activités, parce que les procédures, l'Africain se rend pauvre alors qu'il vit sur des richesses. Mais il faut que ça nous fasse réfléchir. C'est quand même pour... Les procédures sont destinées aussi à sécuriser les ressources publiques. C'est le résultat. C'est le résultat. Vous rentrez, moi, dans mon laboratoire. Je vous envoie en mission. Ne venez jamais me dire c'est le problème que j'ai résolu. Non. S'il n'y a pas le résultat, je ne vous écoute même pas. On travaille sur base de résultats. Pas sur base de procédures. C'est faux et c'est faux. Un recteur est un leader. C'est du leadership, être recteur. Ce n'est pas un gestionnaire. Le contact humain. Le gouvernement a déjà mis l'argent comptable pour ses finances. Le gouvernement vous envoie le secrétaire général pour la paperasse. Donc, ce qu'on attend de vous, c'est de leadership. Comment développer les choses. Comment faire... On dit que le contact crée l'amour, autant le contact de l'humain avec l'argent, parfois génère la corruption. On a tout un ensemble de dispositifs, les audits, les auditeurs, les inspecteurs, mais ils n'ont qu'à jouer leur rôle. Mais ils sont formés pour ça. Mais jamais les bloquer. Normalement, si on a signé aux collègues qui jouent à ce jeu de blocage-là, obligation de résultat, ça veut dire vous devriez aussi justifier que la consommation a été telle que cela se devrait être. Il n'avait jamais fait cela. C'est parce qu'on contente tout le monde. Plus on est bloqué, mais mieux ça vaut. Plus on veut. Mais la loi dit que, le ceci a dit que, alors que c'est pour le développement de jeu. Et c'est quand les enfants ont des problèmes que, ah ouais, monsieur le recteur, monsieur le doyen, monsieur le directeur, mon enfant, il dit, mais vous bloquez tout, comment voulez-vous comprendre? Ah oui! Il faut souhaiter que les enfants des décideurs aient souvent des problèmes pour avancer. Nous sommes au thème de cette émission. Recteur Brice Sincère, on va vous laisser nous dire votre conclusion. Non, je pense que globalement, ce qui manque à la société africaine, c'est la confiance. Et il faut coûte que coûte que nous apprenions à nous faire confiance. Il y a des cadres très compétents, des étudiants très intelligents. Mais le système doit faire en sorte que ceux-là, ces valeurs-là puissent être valorisées, comme si vous me permettez, cette autonomie. C'est ce qui manque, la confiance réciproquement. Et aussi, que nous soyons patriotes. On n'a pas besoin de révolution pour répéter Rousseau et puis... Une fois que je sais que j'ai atteint le grade de professeur de rang magistral, je dois former. Je ne dois plus être le seul, l'unique. Non. On doit avoir forcément des jeunes autour de moi. Et c'est ça la transmission de la connaissance. Ce n'est pas pour rien que nos parents nous réunissaient le soir autour du feu pour les comptes, pour faire cela. Pour le passage du temps. Oui, pour le passage du temps. C'est toutes choses qu'on doit même puiser dans nos valeurs et exprimer cela dans le modernisme ambiant. Moi, je pense que globalement, c'est ça. Et puis pour la recherche, d'abord, c'est une culture que chaque docteur doit pouvoir avoir. Et il faut coûte que coûte la culture scientifique. Pas seulement être scientifique. Ça, c'est simplement des niveaux de connaissance. Mais la culture scientifique pour que chaque chose que je dois faire, je puisse y mettre sa connotation scientifique, la démarche scientifique, de recherche de la vérité, de recherche des preuves, de recherche de réellement ce qui va faire que quand on est fier de dire il est scientifique, il est professeur, mais c'est des charges avant tout. Ce ne sont pas des honneurs, c'est des charges. Et il faut qu'on comprenne cela. Ainsi. Merci beaucoup, Brice Sincère, ancien recteur de l'Université de la Calavi. Merci d'être passé sur Zone Franche. Merci Tanguy Agogne de m'avoir accompagné, chers amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments devant Canal 3. Nous, on se retrouve dimanche en 8. Au revoir.